Merci beaucoup à l'université, à la faculté de Lille 2 et surtout aux doctorants qui visiblement ont porté, comme ça a été dit, toute l'organisation de ce colloque, ce que j'ai pu constater avec le nombre de mails et d'éléments d'organisation que j'ai pu recevoir. Donc merci à tous d'avoir eu cette très bonne idée d'organiser aujourd'hui cette journée d'études sur les questions de migration et notamment sur ce que l'on appelle la crise des réfugiés. Donc je vais en une demi-heure, peut-être un peu moins si on veut avoir quelques questions, essayer de vous présenter une sorte de panorama de la situation avec essentiellement deux idées, parce qu'à Sciences Po on aime bien faire des plans de partie, je me rappelle. La première idée, c'est que cette crise qui apparaît comme effectivement exceptionnelle, etc., comme ça a été rappelé par le doyen, cette crise, elle est structurelle. C'est-à-dire qu'elle correspond à des tendances profondes du monde, dans un monde qui est interdépendant et où ce que l'on décide ici, ça a des conséquences là-bas. Donc ça, c'est très important pour comprendre pourquoi ce phénomène mondialisé d'entrée en mobilité du monde aujourd'hui a pu se focaliser sur ce que l'on peut constater en Europe, et plus particulièrement dans certains pays européens. Et la deuxième idée, c'est que cette crise, elle est en partie construite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas si nouvelle que ça, je le rappellerai. Elle a été très largement théâtralisée et dans le passé, on a connu d'autres pics de crise que l'on a parfois oubliés. Alors pour présenter la première idée, l'idée que cette crise est structurelle, qu'elle n'est pas un hasard qui arrive comme ça à un moment donné aujourd'hui, j'ai apporté quelques cartes de mon atlas. J'ai fait une petite sélection de cartes de mon atlas des migrations qui est sorti en mai 2016 pour essayer de montrer combien cette mobilité que l'on constate autour de nous, qui se traduit parfois en migration, c'est-à-dire quelque chose de plus long, et de demande d'asile, correspond à une tendance mondiale. Ça, c'est un premier point, et cette carte le montre assez bien, puisque cette carte montre que le monde entier est en mouvement. On a des régions du monde qui sont aujourd'hui des pays de départ, des pays d'accueil, des pays de transit, alors que dans le passé, il y a 40 ans, il y avait d'un côté quelques pays de départ, quelques pays d'accueil. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus confuses. D'ailleurs, on le constate puisqu'on a ce qu'on appelle des flux mixtes, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à la fois à ce qu'on pourrait appeler la migration de travail, mais qui demandent l'asile, ou au contraire des gens qui demandent l'asile, mais qui aussi, bien sûr, cherchent à trouver rapidement du travail. Donc on a un contexte qui est un peu en décalage, compte tenu de la rapidité des choses, avec les textes, ce qui vous intéresse, les textes internationaux qui ont organisé les migrations, aussi bien à l'échelon international, la Convention de Genève de 1951 et quelques autres, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces textes, d'ailleurs, pour certains, avaient été décidés dans une période de guerre froide, il faut le rappeler, où le réfugié type, c'était le dissident soviétique, qui était très loin de l'ouvrier de chez Renault, pour caricaturer les choses. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes. Et d'autre part, des textes européens qui sont un empilement de décisions successives qui ont été décidées et qui ont du mal aujourd'hui à faire face à une situation qui, fort heureusement, a été définie, et ça a été dit tout de suite, d'humanitaire, mais qui longtemps a été traitée essentiellement sous le volet sécuritaire. Donc 244 millions de migrants internationaux, si on prend la définition du migrant du département de la population des Nations Unies, c'est-à-dire quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays pour une durée égale ou supérieure à 1 an, c'est-à-dire à partir du moment où il sollicite un titre de séjour. Également, et c'est ça qu'on ne voit pas toujours de chez nous, autant de migrations qui vont vers le sud de la planète que de migrations qui vont vers le nord. On a toujours l'impression que tout le monde, non seulement veut venir chez nous, et ça c'est partagé dans le monde entier, mais et donc en fait rien de plus faux, puisque si on additionne les migrations sud-nord et nord-nord, on arrive à 120 millions de personnes, et si on additionne, ce qui est plus difficile parce que dans le sud certains pays ne donnent pas beaucoup de chiffres, sud-sud et nord-sud, on est autour de 124-125 millions de migrants internationaux, dans un système d'ailleurs où la migration est à la fois mondialisée, c'est-à-dire qu'on est entré dans un phénomène
de généralisation de la possibilité d'avoir un passeport dans le monde. Ce qui est nouveau, ça date des années 90, la chute du communisme et de la délivrance de passeports dans beaucoup de pays du Sud. Donc ça a été interprété comme une sorte de généralisation du droit de sortie, alors que le droit d'entrée reste celui du pouvoir discrétionnaire des États, etc. Donc il y a une certaine contradiction. Un de mes collègues, de nos collègues belges, qui s'appelle Jean-Yves Carlier, qui est un professeur de droit international, appelle ça le pas suspendu de la cigogne. C'est-à-dire qu'on a le droit de lever le pied, mais on n'a pas le droit de le poser ailleurs. Donc, effectivement, on est dans ce contexte-là, d'un point de vue institutionnel et juridique aujourd'hui, face au droit de migrer. Donc, le phénomène est mondialisé, mais il est aussi régionalisé. Dans toutes les régions du monde, il y a plus de migrants qui viennent de la même région que de migrants qui viennent d'ailleurs, à cause de la profusion de nouveaux profils de migrants. Les femmes, 51% des migrants internationaux sont des femmes. Ce qu'on ne voit pas ici, là, il y a beaucoup de télévision sur ce qui s'est passé à Calais, on a l'impression que ce ne sont que des hommes. Mais à l'échelle mondiale, les femmes sont plus nombreuses dans la migration. Les mineurs isolés non accompagnés, auxquels, dans cette région, vous êtes particulièrement confrontés. Également, les déplacés environnementaux, on n'en a pas beaucoup ici. Les victimes des crises et des conflits, la plupart se réfugient soit dans leur pays, soit dans le pays d'à côté. Donc tout ça favorise ce phénomène de régionalisation des flux et accroît le Sud comme grande destination migratoire. Alors, autre élément structurel, c'est les inégalités. Pourquoi les gens partent? Essentiellement parce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, que chez eux, il n'y a pas d'espoir. Et les inégalités, elles sont quantifiées depuis les propositions du prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui propose l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation, le niveau de vie. On a cette carte qui pointe particulièrement l'Afrique subsaharienne parmi les régions les plus inégales dans le monde, dans un continent très mobile, où il y a une grande tradition de mobilité et où aujourd'hui, dans la tête des jeunes, puisque dans ces régions, l'âge médian, c'est-à-dire l'âge qui sépare en deux catégories égales la population, est de 19 ans. Chez nous, il est de 40 ans. Donc à 19 ans, on fait des projets et on se dit, l'option migration existe. Si on considère qu'il n'y a pas d'espoir, ce ne sont pas les plus pauvres qui partent, c'est des gens qui ont un projet de vie souvent, eh bien, il faut partir. Pour des raisons diverses qui peuvent être économiques, politiques, sociales, etc. mêlées. Autre élément structurel qui va avec la structure démographique. Comme je vous disais, on est dans un continent vieillissant face à la rive sud de la Méditerranée où l'âge médian est de 25 ans et 19 ans plus au sud en Afrique subsaharienne. C'est que notre paysage migratoire dans 30 ans, il sera différent puisque les gens de la rive sud de la Méditerranée seront sans doute moins disponibles pour la migration, sauf s'il y a des crises violentes, parce qu'ils seront moins nombreux pour s'occuper de leurs parents. Alors qu'aujourd'hui, on a une très grande disponibilité, ils sont très nombreux pour s'occuper de leurs parents, et ils ont peu d'enfants. Autre élément structurel, les grandes lignes de fracture du monde. La Méditerranée est une des plus grandes lignes de fracture du monde, d'un point de vue politique, économique, social, culturel, et la migration atténue fort heureusement ces fractures à tout point de vue. Aujourd'hui, toutes les grandes lignes de fracture du monde sont des lignes de migration, puisque la migration permet précisément d'éviter qu'on ait d'un côté des gens riches et vieillissants et de l'autre uniquement des gens jeunes et pauvres, et que ces échanges favorisent une atténuation aussi de la violence. Si tout le monde était enfermé au sud, par exemple, on aurait à nos portes une violence beaucoup plus grave que celle qu'on a aujourd'hui, malgré le terrorisme, etc. Parce que, précisément, ce serait une source d'insécurité totale. Autre élément, l'inégalité du droit de bouger. Là, j'ai pris juste pour le graphique, d'ailleurs, les données qui sortaient du monde diplomatique sur les visas de 3 mois. Donc, rien que pour les visas de 3 mois, on a une inégalité du droit à la mobilité colossale à l'échelle mondiale. Si vous êtes européen, vous pouvez circuler librement pour 3 mois dans 170 à 173 pays selon les pays européens. En Russie, vous pouvez circuler dans 91, et puis si vous êtes érythréen, somalien,
Afghans, etc. Ça se compte sur les doigts d'une ou deux mains, parce que vous constituez un risque migratoire total. D'où le phénomène des passeurs, le trafic du passage qui est devenu un phénomène structurel. C'est pas seulement quelque chose qui arrive comme ça à un moment donné. Malheureusement, ça a été rappelé, tous les mois, on a des morts en Méditerranée, et pas seulement en Méditerranée, etc. Le trafic du passage, la frontière, est devenu quelque chose de florissant au point de vue économique, compte tenu du fait que les 2/3 de la population de la planète n'ont pas le droit de circuler librement, alors que beaucoup de rapports internationaux, comme celui du PNUD de 2009, disent « la mobilité est un facteur essentiel du développement humain ». Et ce sur quoi je voudrais insister rapidement, c'est les contradictions dans lesquelles on est. Contradictions en termes de pouvoir, puisque, comme on va le voir sans doute dans la journée, on a des contradictions entre les textes internationaux, notamment sur l'asile, les politiques européennes et puis les politiques nationales. Et avec la crise de l'accueil des réfugiés, on a eu une contradiction énorme qui s'est construite entre ce que souhaitait l'Union européenne et ce qu'ont fait certains pays européens. Donc là, déjà, on est dans la contradiction entre l'européen et le national. Mais entre l'européen et l'international, on a aussi beaucoup de contradictions, puisque ce qui a été défini à l'échelon international ne correspond plus nécessairement à la réalité d'aujourd'hui. Autre élément toujours structurel, les crises et les conflits qui ne sont pas seulement conjoncturels, qui sont devenus structurels. L'Europe est entourée de pays en crise et en conflit depuis 15 ans, 20 ans. On a eu la crise algérienne de 95, l'ex-Yougoslavie, on a eu les révolutions arabes de 2011 qui durent avec la Syrie, on a eu la crise du Proche et du Moyen-Orient, etc. et beaucoup d'autres crises de pays qui nous entourent. Donc c'est devenu une sorte de paysage. Ça fait partie du paysage migratoire euro-méditerranéen. Et puis, dans un monde qui bouge, 1 milliard de touristes internationaux, et avec beaucoup de contradictions, qu'on trouve par exemple dans les îles de la Méditerranée. Comment accueillir le touriste qui est la seule source de ressources dans certains pays, certaines îles de la Méditerranée, tout en accueillant plus ou moins discrètement les sans-papiers. C'est les contradictions auxquelles sont, disons, confrontées des îles comme Lampedusa, en Sicile, comme les îles grecques, Lesbos, etc., et même d'autres beaucoup plus grosses comme Malte, comme Chypre, comme la Crète, etc. Et ça, c'est une vraie contradiction. Le monde est en mouvement. On considère que la mobilité, c'est quelque chose de positif, et en même temps, on interdit aux gens du Sud de bouger, alors que nous, on nous incite à bouger. Si vous allez faire des études, une partie de vos études à l'étranger, on dit c'est formidable, ça va vous enrichir, ce sera bien pour votre CV, etc. Pour les gens du Sud, souvent on dit non, sauf s'ils sont très 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 qualifiés. Donc là, il y a une vraie contradiction, parce qu'ils sont devenus de plus en plus comme nous. Ils sont en proie à toute une série de réseaux d'information, qui sont bien sûr la télévision, Internet quand ils ont l'électricité, le téléphone portable, l'information de ceux qui sont partis, etc. Et donc l'idée de bouger est une idée communément distribuée aujourd'hui de par le monde, à cause aussi de facilité d'une offre de voyage, pas seulement irrégulier, à peu près partout, de la baisse du prix des transports et de quelques autres facteurs. Donc en fait, les riches des pays pauvres peuvent circuler, mais les pauvres ne bougent pas. Certains disent « on n'a encore rien vu », sans doute, mais ceux qui partent, c'est des gens de catégorie intermédiaire, qui n'entrent pas dans les sélections des politiques de visa, mais qui ont pris conscience que la mobilité pouvait changer leurs horizons de vie. Autre élément structurel, et qui est aussi un élément important, c'est qu'on a quand même quelques enseignements dont on pourrait tirer des politiques à l'échelon européen, notamment l'ouverture des frontières à l'Est. On a vu que, contrairement à ce qui avait été annoncé, on n'a pas eu la déferlante des migrations de l'Est en 90-91, on a eu beaucoup d'installations dans la mobilité, qui est une pratique à laquelle aspirent beaucoup de migrants aujourd'hui, parce que quand on peut circuler légalement, on fait des allers-retours. Et en Méditerranée, beaucoup de gens font ça quand ils ont double nationalité, titre de résident de longue durée,
ou visa à entrée multiple. Et donc il y a une aspiration à ce mode de vie qui correspond aussi à leur situation souvent économique, sociale, etc. Et l'aspiration, c'est pas nécessairement de se sédentariser. Quand on ferme les frontières, les gens se sédentarisent parce qu'ils ne peuvent pas repartir chez eux. Quand on les ouvre, ils circulent davantage. Ce qu'on a vu notamment à l'Est. Donc je ne vais pas insister là-dessus, sauf sur le paysage européen sur lequel je vais terminer mon panorama, notamment les murs. On est dans un monde, un de mes collègues, de nos collègues, Michel Fouché, le géographe, dit on est dans un contexte d'obsession des frontières. On n'a jamais eu autant de milliers de kilomètres de frontières aujourd'hui. Et un autre, un anthropologue, Michel Agier, on est dans un monde de camps, dit-il, de camps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de camps, beaucoup de murs. On a eu beaucoup de murs qui se sont construits. Celui-ci, Ceuta Melilla, l'enclave espagnole du Maroc. Mais également le mur entre la Grèce et la Turquie, qui a été fortement renforcé l'année dernière avec l'arrivée des réfugiés du Proche et du Moyen-Orient, et quelques autres points de passage. Le budget de Frontex a multiplié par 4 depuis sa création en 2003, et donc on a aujourd'hui une sorte de surenchère des instruments sécuritaires de contrôle. Autre élément, des pays qui étaient des pays qui faisaient le tri, si j'ose dire, qui étaient même payés par l'Europe pour faire le tri dans l'arrivée vers l'Union européenne, sont devenus des pays de passage, des pays de passeurs aussi. C'est le cas notamment de la Libye. La Libye était l'essentiel, disons, destinataire des accords bi- et multilatéraux avec les pays européens et avec l'ensemble de l'Union européenne pour trier Eurodac, c'est-à-dire les fichiers de demandeurs d'asile vers l'Europe, et trier toute une série de gens qui les enfermaient aussi chez eux. Aujourd'hui, comme c'est le chaos politique, c'est devenu le pays des passeurs. Et donc, on a, compte du fait qu'on a une très grande surface sur la Méditerranée, eh bien, beaucoup de gens qui arrivent en Grèce, en Italie, à Malte, etc., partent aujourd'hui de Libye avec une faible possibilité européenne, malgré la tentative de l'opération Sophia, de faire la guerre aux passeurs. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Des morts, on en a parlé, mais c'est une réalité malheureusement presque quotidienne. On a eu 30 000 morts en Méditerranée depuis la fin des années 1990, 3 000 morts en 2015, déjà 3 000 morts en 2016, dans une assez grande indifférence des populations européennes. Et puis, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais juste insister sur la diversité des situations des pays européens face à la crise, compte tenu de la diversité aussi de leur nationalité sur les territoires. En Angleterre, la crise s'est caractérisée non pas tellement par une crise de la question des réfugiés, ils sont en partie protégés par la France, ici on le sait particulièrement, avec le fait qu'ils aient choisi de ne pas faire partie de Schengen, mais également avec les Polonais. Curieusement, avec le Brexit, il y a eu l'exploitation de la thématique du Polonais comme concurrent sur le marché du travail. À tel point qu'il y a eu des morts cet été de Polonais qui sont considérés comme les ennemis véritables dans le contexte migratoire britannique. C'est la première nationalité au Royaume-Uni puisque ce pays a ouvert ses frontières aux migrations de l'Est dès 2004. Dans d'autres pays européens, il ne faut pas oublier que ces pays d'Europe du Sud, ils sont très confrontés à la crise de l'accueil des réfugiés. Précisément, on a des paysages migratoires très différents, mais qui sont liés aussi à leur histoire et leur géographie. S'il n'y a pas de réseau construit par les migrations antérieures, il y a très peu de migrations. Par exemple, les Albanais. Les Albanais, on ne les voit pas beaucoup en Europe, sauf en Grèce, où ils constituent 60% des migrants, et en Italie, où c'est la deuxième nationalité, parce que, d'une part, il y avait déjà des Albanais installés dans ces pays, et qu'il y a une proximité géographique. Donc l'histoire et la géographie expliquent beaucoup du paysage migratoire de chaque pays européen, qui est différemment confronté aujourd'hui à la crise aussi du Proche et du Moyen-Orient, en fonction des langues que parlent les personnes, des réseaux qui existent déjà. Pourquoi l'Angleterre est tellement brisée, si j'ose dire, par ces gens? Parce que ce sont des anglophones, parce qu'ils ont été occupés aussi par les Anglais, parce que les passeurs vendent le Royaume-Uni comme destination finale, parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir s'insérer sur le marché du travail, qu'il n'y a pas de contrôle d'identité dans la rue, etc. Donc il y a des spécificités
spécificités propres à chaque pays européen. Des spécificités aussi dans les politiques migratoires. On aura l'occasion d'y voir, je ne vais pas insister là-dessus, mais je voudrais simplement dire que chaque pays a répondu différemment à la crise compte tenu de la façon dont il appréciait l'état de l'opinion publique. Et dans un sondage Eurobaromètre de 2015, le sujet qui préoccupe le plus les Européens, c'est l'immigration. Donc les politiques migratoires, malheureusement, elles sont beaucoup plus tournées vers les sondages d'opinion et la montée des extrêmes droites dans divers pays pour prendre leurs décisions que vers d'autres rapports d'experts et quelques autres intervenants ici et là qui disent peut-être qu'on pourrait faire une autre politique d'immigration. Donc j'ai essayé de vous montrer que cette crise était structurelle, qu'un certain nombre de peurs que l'on a ne sont pas nécessairement fondées. J'insisterai juste sur celle-ci parce qu'elle est particulièrement significative. Les déplacés environnementaux. Il y a une certaine mode, si j'ose dire, de dire on est menacé à terme par les déplacés environnementaux. Si c'est vrai, à l'échelle mondiale, les experts du climat disent qu'on va avoir 150 à 200 millions de déplacés environnementaux à la fin de ce siècle. Mais pour l'Europe, ce n'est pas nécessairement un défi, parce que on est voisin seulement d'un type particulier potentiel de déplacés environnementaux qui sont les victimes de la désertification. Ce sont des gens très pauvres. Les régions désertiques, comme le Sahara, sont des régions très peu peuplées. Les régions migratoires d'Afrique sont surtout des régions humides. Et les pays qui vont être le plus concernés par ces déplacés environnementaux, c'est le Maghreb, mais pas tellement de gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et en fait, c'est pas vraiment un défi pour l'Europe, les déplacés environnementaux. Comme on le voit, c'est une question sud-sud, question interne aux États majoritairement, donc c'est pas un sujet. Les vrais sujets, c'est les réfugiés, c'est le regroupement familial, la migration de travail et quelques autres pôles importants de flux. Les étudiants, par exemple, l'Europe a fait un grand effort depuis 20 ans pour faire venir les étudiants. Et donc, on a beaucoup d'autres flux beaucoup plus importants que les déplacés environnementaux. De même, la migration de travail, on a souvent tendance à considérer que, c'était dit, que le migrant, c'est aussi un concurrent potentiel sur le marché du travail, dans les sondages d'opinion. Or, en Europe, les entrées légales, c'est 15% pour des raisons de travail. Donc, on n'est plus nécessairement en phase avec les situations actuelles. Le deuxième point de mon propos, qui sera rapide, c'est que cette crise structurelle, elle est largement construite. C'est-à-dire, si on regarde les pays européens qui ont été concernés particulièrement par la crise, pas seulement européens d'ailleurs, puisqu'il y a surtout la Turquie, qui est un pays d'accueil très important. 4 millions de personnes se retrouvent aujourd'hui en Turquie, et la Turquie est un grand pays d'immigration vers l'Europe. On a 4,5 millions de Turcs en Europe, et c'est un pays de transit aussi. La Turquie, mais vous le savez puisque vous êtes juriste, est signataire de la Convention de Genève, mais pas de son extension géographique au reste du monde, qui a été décidée notamment par le protocole de New York de 1967. Et donc, pourquoi ? Parce que l'essentiel des réfugiés qu'elle a eu à cette époque, au moment de la Convention de Genève, c'était des gens de la guerre froide, c'est-à-dire des soviétiques, des bulgares, des roumains. Et comme elle est entourée de pays qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève, elle a sans doute pensé que c'était risqué d'étendre au monde entier, compte tenu de l'instabilité de ses voisins, la Convention de Genève. Personne, d'ailleurs, dans les négociations récentes qui ont eu lieu entre l'Union européenne et la Turquie, ont demandé à la Turquie d'étendre le bénéfice de la Convention de Genève à d'autres que les Européens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces gens qui séjournent en Turquie, qui ont un titre de séjour d'1 an avec la possibilité de travailler, cherchent à partir vers l'Europe. Parce que précisément, ils cherchent à avoir le statut de réfugié, surtout quand on est des familles notamment et qu'on veut stabiliser sa situation et que l'on considère qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir que les choses s'arrangent à court terme dans le pays que l'on a quitté. Il ne faut pas oublier que dans la crise actuelle, on a eu 6 millions de départs d'Afghans, 3 millions d'Irakiens et 5 millions de Syriens qui ont quitté leur pays. Donc c'est quand même un phénomène assez colossal, mais qui n'est pas spécifique, puisque dans le passé, on a eu, donc d'une part, c'est surtout la Turquie qui accueille,
Et l'Europe confie à la Turquie, finalement, une grande partie de la gestion de l'accueil des réfugiés et de la crise des réfugiés, avec un accord, 6 milliards d'euros, suppression des visas pour les Turcs éventuels, qui est en discussion, et reprise des négociations de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc la Turquie joue gros, parce qu'elle sait que l'Europe attend beaucoup d'elle, puisque l'Europe ne peut plus compter sur la Libye, qui était son principal interlocuteur. Deuxième point de cette situation, en Europe, les pays qui ont accueilli le plus, de façon massive et inhabituelle, si j'ose dire, c'était l'Allemagne, qui a reçu plus d'1 million de nouveaux arrivants l'année dernière, donc plus de la moitié étaient des demandeurs d'asile, autour de 600 000. Ensuite, on a eu l'Italie et la Grèce, qui ont des chiffres, disons, assez importants compte tenu de leur faible tradition d'accueil des réfugiés, pour des gens qui ne restent pas nécessairement, mais qui arrivent, et qui ont donc un poids du premier accueil très important. Ce sont les 3 pays. Pour les autres, on n'a pas eu des choses phénoménales. En France, on a eu 80 000 demandeurs d'asile l'an dernier, donc ce n'est pas vraiment une crise colossale. Et dans beaucoup de pays européens, on a été dans des chiffres autour de 100 000 nouveaux arrivants, etc. par an dans l'année 2015, donc ça n'est pas colossal. Donc en réalité, on n'a pas eu de changement d'échelle significative. Et cette crise, dans ce cas-là, moi je dirais, s'inscrit plutôt dans une certaine continuité. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la crise de l'ex-Yougoslavie, l'Europe l'année dernière a reçu 1,2 million de demandeurs d'asile, elle avait reçu 700 000 demandeurs d'asile. Ensuite, après la chute du mur de Berlin, tous les ans, entre 1990 et 1993, l'Europe a reçu 500 000 demandes d'asile par an. Si on prend par exemple l'année 92, sur ces 500 000, 438 000 ont demandé l'asile en Allemagne. Donc l'Allemagne a accueilli depuis, pas seulement hier, et la déclaration de Mme Merkel qui a été rappelée, mais depuis de nombreuses années, y compris auparavant, les 3 quarts de la demande d'asile de l'Europe. Il y a une culture de l'asile depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle les Allemands sont assez attachés, dont ils sont fiers. Un de mes collègues allemands a écrit récemment un livre sur la question de l'accueil des réfugiés en Allemagne, et il dit: on n'a plus besoin de s'excuser, on est fiers vis-à-vis de nos voisins européens. Donc ça, c'est très important. Et donc, ils jouent aussi leur image en la matière sur l'accueil des réfugiés. Et puis, les pays qui portent beaucoup, que j'étudie puisque je vais souvent faire des cours en Italie, l'Italie, elle porte beaucoup puisqu'elle doit accueillir dans l'urgence, si j'ose dire, ces nouveaux arrivants qui, pour beaucoup, n'ont pas l'intention de rester sur le territoire. Mais il faut quand même accueillir. Les régions où ils arrivent sont des régions pauvres. Les îles siciliennes, l'île de la Sicile elle-même, l'extrême sud de l'Italie, les îles grecques, etc. Ce sont des régions pauvres qui, d'ailleurs, n'accueillent pas si mal que ça, parce que pour eux, c'est une opportunité. Ils reçoivent de l'argent de l'Europe, de leur État, de leur région, et ça crée des emplois. Il faut voir ça aussi. Pour le reste, donc, j'aurais tendance à dire, on est plutôt dans la continuité. L'autre élément, c'est que la réponse des pays européens a été, bien sûr, l'urgence, mais aussi dans un contexte de solidarité flexible. Et c'est là qu'on entre dans le cœur de la problématique de votre colloque, le conflit entre l'Union européenne et les États. Et on a eu une partie de bras de fer tout au long de l'année 2015, quand M. Juncker a dit il faut partager d'abord 40 000 personnes. Les États européens ont dit non, nous on pratique l'asile, on n'a pas besoin de quotas. C'était même la position de la France jusqu'en septembre 2015. Ensuite, la déclaration de Mme Merkel, la mort du petit Aylan Kurdi qui a été rappelé, et M. Juncker qui revient, si j'ose dire, à l'assaut des États européens, en disant qu'il faut accueillir 160 000 demandeurs d'asile dans le cadre de la réinstallation de ceux qui, pour l'essentiel, sont arrivés en Grèce, puisque l'année dernière, c'est la Grèce qui a eu le plus d'arrivées, à cause de sa position géographique, frontière avec la Turquie. Et donc là, on a eu une sorte de crise de solidarité, mais aussi de ligne de fracture en Europe, entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest a accepté, plus ou moins, selon les États, la réinstallation. En France, on a dit qu'on prenait les 30 000 sur 2 ans, mais on n'a même pas 30 000 personnes qui sont arrivées. Dans d'autres pays européens, tout dépendait de la taille du pays, de sa population, de sa richesse, pour le nombre qui était fixé par l'Union européenne. Certains ont contesté cette
injonction en disant elle ne peut pas être obligatoire, et c'était le cas de la Hongrie qui a organisé un référendum qui a échoué puisqu'il n'y a eu que 39,5% de participants, mais les pays de l'Est, dans l'ensemble, les pays de Visegrad, comme on dit, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Pologne, ont dit que ça portait atteinte à leur définition de leur identité ethnique et culturelle. Par exemple, un pays comme la République tchèque a dit on va prendre des Syriens, mais uniquement des chrétiens. Donc là, on est dans une crise identitaire, pas seulement juridique, mais identitaire très forte. Il y a beaucoup de pays de la route des Balkans qui ont décidé aussi, sans vraiment fermer complètement leurs frontières, mais même si certains l'ont fait dans le cadre du code Schengen, qui les autorise à le faire, à fermer une série de postes frontières qui a donné une image finalement de l'afflux, etc. Parce que beaucoup de postes frontières étaient fermés aussi bien en Macédoine qu'en Serbie. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais insister sur le côté flexible de la solidarité à laquelle on a assisté, mais rappeler que ce n'est pas si nouveau parce que pendant très longtemps, la crise à l'intérieur de l'Europe, c'était entre le Nord et le Sud. Le Nord accueillait beaucoup, les pays comme la Suède, qui ont accueilli beaucoup de réfugiés. Maintenant, ils avaient un certain mépris depuis ces dernières années de la façon dont les pays du Sud de l'Europe accueillaient les nouveaux arrivants. Alors qu'ils s'étaient débrouillés, si j'ose dire, avec le système de Dublin 2, le fameux One Stop, One Shop, pour faire en sorte que ceux qui partageaient le fardeau, comme on disait, Allemagne, Suède, Autriche, depuis la chute du mur de Berlin, depuis la chute du rideau de fer, finalement soient détachés un peu de cette charge en disant c'est là où on met le pied pour la première fois en Europe que l'on doit être examiné comme demandeur d'asile. C'est un système qui marche très très mal. Et il n'y a pas eu de proposition d'ailleurs de supprimer Dublin 2 malgré le constat de l'échec du système. Tout le monde se défile, les États comme les migrants, mais on en reste toujours à cette situation. Et c'était une sorte aussi de crise de solidarité entre le nord de l'Europe ou le centre, ceux qui considéraient qu'ils avaient beaucoup porté en termes d'accueil des réfugiés, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Suède, et puis en disant finalement on va laisser l'Europe du Sud se débrouiller dans cette situation. Donc fracture nord-sud d'abord, puis ensuite est-ouest à l'intérieur de l'Europe. Et pour terminer, je dirais que dans la définition, dans la fabrication de cette crise, très largement théâtralisée aussi dans le cadre des médias, on a eu l'impression d'une sorte d'invasion presque militaire, quand on voit les photos de ces bateaux surchargés, des gens qui empruntent la route des Balkans en suivant les lignes de chemin de fer, on a l'impression que c'est l'exode, etc. Donc il y a toute une allusion à une définition un peu militarisée de l'invasion de l'Europe, parfois exploitée par certains partis politiques ou par la vision médiatique qui en est faite. En réalité, dans cette fabrication de la crise, il y a eu une minimisation des difficultés, de l'exclusion dans laquelle se sont retrouvés les fugitifs et une maximisation des exigences qui étaient apportées dans les états d'accueil aux critères d'intégration future, etc. C'est un discours qui a été tenu beaucoup à l'est de l'Europe en disant c'est des faux, c'est des menteurs. Et ici aussi d'ailleurs, on a dit on a des flux mixtes, etc. Donc on a un peu minimisé la souffrance des gens dans toute une série de cas. Il y a des décisions des tribunaux qui d'ailleurs ont répondu à cette fabrication, considérée à minimiser pour beaucoup les souffrances. Et puis, en même temps, on a maximisé les critères qu'il fallait pour, non seulement pour, pas seulement être accepté, mais aussi qu'il fallait pour un État d'accepter ces nouveaux arrivants en disant nos critères d'intégration sont très exigeants, ils ne vont pas correspondre, ça va mettre en danger nos équilibres nationaux, etc. Donc ça, c'est un peu une fabrication politique aussi, et j'aurais tendance à dire que l'Europe pourrait sans doute faire mieux
dans ce contexte, mais il y a d'autres facteurs qui expliquent aussi la réponse européenne, la montée des extrêmes droites, des situations de crise et de chômage, et une certaine faiblesse aussi de l'Europe face aux États, une sorte de remontée en puissance des souverainismes dans leur gestion des politiques migratoires, qui font que la voix de l'Europe a été assez peu entendue pour toute une série de situations locales, comme le conflit franco-britannique auquel on est particulièrement confronté dans cette région. Du coup, alors peut-être une question sur la fin de votre exposé quand vous parlez de Dublin 2. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas mis en cause? Ça revient de temps en temps. Moi, j'avais vu dans les articles, certains, il me semble, quand même, le demander, peut-être plutôt. Les associations, oui, mais pas tellement les pays. Et alors, pourquoi est-ce que les pays ne remettent pas ça en question? Parce que les pays du Sud, ça pourrait être très intéressant pour eux de remettre ce système en question. Tout à fait. Alors, en fait, je connais mieux la situation italienne, puisque j'enseigne un peu à Rome en ce moment, que la situation grecque, mais ce que je constate dans beaucoup de cas, alors déjà pour la Grèce, ça a été une façon de rentrer en grâce, si j'ose dire. On a complètement oublié la crise grecque en même temps, pendant ce temps-là, parce qu'on se dit les Grecs, ils sont quand même beaucoup, ce qui est vrai, ils ont vu arriver des paquets de 2000, 3000 personnes sur des îles minuscules pendant l'été, qu'ils ont accueillis plus ou moins bien, mais enfin qu'ils ont quand même accueillis, mieux que peut-être qu'à Calais d'ailleurs. Et donc, finalement, ça a été une façon de rentrer en grâce dans je dirais pas dans le concert européen, mais dans l'ensemble des pays européens, de faire oublier la dette grecque, de recevoir de l'argent de l'Europe pour les aider à accueillir dans des campements de fortune, etc. Ça crée des emplois pour des gens qui sont en chômage. Donc pour la Grèce, je crois que ça a été une politique d'image. Ils ont joué leur image et c'est vrai que ça a été efficace puisque Madame Merkel, qui avait été très dure à l'égard de la Grèce dans le conflit sur la dette grecque, a essayé de conclure cet accord avec la Turquie pour, disait-elle, décharger le poids sur la Grèce de l'arrivée des réfugiés. Donc ça, c'est important. Et en Sicile, c'est pareil. Le maire de Palerme a été invité récemment, parce que la conférence d'ouverture cette année du Collège de France, c'était sur la question des réfugiés. Et donc, il a été invité. Et ce qu'il dit, ce que disent d'autres, d'ailleurs, j'ai une étudiante qui a fait une thèse sur Lampedusa, c'est finalement, les gens ne sont pas si mal accueillis que cela, même si c'est des régions pauvres, parce que pour eux, c'est des opportunités d'emploi, il ne faut pas l'oublier, et d'image. L'image de la Sicile et du sud de l'Italie est assez modeste et plutôt mauvais en Europe. En fait, pour eux, ça a été l'occasion de recevoir de l'argent de leur région, de l'État italien. Il ne faut pas oublier l'opération Mare Nostrum, c'était une décision de l'État italien face à la réponse de Frontex qui a été évoquée après la crise de 366 morts au large de Lampedusa en octobre 2013. De sauver des gens. En un an, ils ont sauvé 146 000 personnes. Donc une très bonne image pour la Sicile, de tous les gardes-côtes, etc., qui font leur travail. Et puis de l'argent qui vient de l'Europe aussi, puisqu'il faut gérer les centres d'accueil, les CARA, comme on appelle là-bas, dans toute cette région, à Palerme, etc. Donc ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi et donc c'est plutôt bien vu et les gens sont solidaires, plus ou moins, de tous ces gens qui arrivent, et sans conflit, si j'ose dire. Puisque ce n'est pas dans ces régions-là que l'extrême droite est la plus forte. Finalement, ils sont relativement bénéficiaires et ils ne contestent pas nécessairement Dublin 2, d'autant plus qu'ils ne l'appliquent pas vraiment. L'autre réalité, c'est que ce que l'on constate, c'est que souvent, quand les gens sortent de leur centre d'accueil, souvent les passeports ne sont pas tamponnés, donc ils continuent leur route vers le pays qu'ils ont choisi. Et ce que leur reprochent d'ailleurs les pays européens, c'est de laisser filer, entre guillemets, les arrivants vers d'autres destinations sans les obliger à demander l'asile. Ceci dit, tous les pays européens font la même chose. En France, on a souvent un peu fermé les yeux sur les gens qui partaient au Royaume-Uni, du temps du centre de Sangatte, et on n'est pas trop mécontent si certains réussissent leur opération de traversée de la Manche. Donc l'hypocrisie, elle existe un peu partout en Europe, mais dans l'Europe du Sud notamment,
puisque beaucoup n'ont pas l'intention de rester dans ces pays qui délivrent peu l'asile, eh bien, très souvent, on les laisse filer un peu plus loin, ce que la France a fait d'ailleurs pour les Kosovars quand ils voulaient aller en Allemagne dans la crise yougoslave. Vous n'avez pas mentionné l'impact de social media sur le flux migratoire, Facebook, oui. iPhone. Oui, ça peut jouer. Si j'ai parlé des portables, oui. J'ai parlé de l'impact des téléphones portables. Ça a un impact très important parce que souvent les parcours sont très précisément dictés sur les portables en disant là, ça a été notamment vrai dans la route des Balkans. C'est en disant là, ne passez pas par là parce que telle frontière a été fermée. Par exemple, ça a été le cas pour la Serbie qui a fermé presque tous ses postes frontières pendant l'été 2015. Il n'y avait plus que 2 qui étaient ouverts alors que c'est un lieu de passage très important. Et donc, beaucoup de lieux de passage sont dictés par les informations qui arrivent sur les portables et qui expliquent effectivement, notamment pour ceux qui sont à pied, quel chemin prendre plutôt que tel autre. Quand on est en bateau, c'est un peu plus limité puisqu'on a des choix plus limités, mais pour les gens qui ont traversé la frontière grecque, gréco-turque à pied et qui ensuite prennent la route des Balkans, effectivement, le rôle des portables a été très important. Merci beaucoup. On va passer à la première table ronde.